إخوتتي إخوتاني أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Je suis très heureux d'être avec vous et très heureux aussi d'accueillir Raziqa Adlani, euh, philosophe, islamologue, نقدر نقولوا دو رينومي انترناسيونال بيسكو راكي تروحي من بزاف البلدان. رزيقة عدناني إليك الخط، تفضلي à vous l'antenne, on vous écoute, votre sujet d'aujourd'hui et on est tout oui. Bonsoir Dilo, Bonsoir. bonsoir à tous ceux qui sont avec nous dans ce direct. Donc, je parlerai ce soir de l'islam et son impact sur l'évolution sociale et politique des pays du Maghreb. Les trois pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Tout d'abord, pourquoi l'islam? Eh bien, parce que l'islam est la religion majoritaire dans ces trois pays. Deux, parce que l'islam est une religion, mais aussi un système juridique et politique. Donc, il est impossible de parler de l'évolution sociale et politique de ces trois pays sans évoquer l'islam. Cet exposé, l'exposé d'aujourd'hui, je le présenterai en trois chapitres. Le premier chapitre, je l'intitule « La Nahda et les premiers pas dans l'ère de la modernité ». Le deuxième chapitre, je l'intitule « les limites et échecs de la Nahda ». Le troisième chapitre, je l'intitule le Maghreb de 1988 à 2021. Je commence donc. L'islam est arrivé au Maghreb au 7e siècle. Et l'islamisation, évidemment, comme vous le savez, s'est faite sur plusieurs siècles. À partir de cette date, l'histoire du Maghreb, des pays du Maghreb, est liée d'une manière ou d'une autre à celle du monde musulman et du monde arabe. Ce monde qui a traversé, à partir où ces mondes, si on veut, ont traversé à partir du XIIIe siècle une longue période de décadence qui a duré jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le monde musulman et le monde arabophone, avec le monde arabophone, je désigne le Maghreb, ont connu ce qu'on appelle la période de la Nahda. Un terme arabe, la Nahda, est un terme arabe qui vient du verbe nahada, qui signifie se lever ou se réveiller. La Nahda est donc un terme qui est traduit souvent par réveil ou renaissance. La Nahda est tout simplement un mouvement de grande réforme qui a été porté par des intellectuels et des politiciens qui avaient comme objectif de sortir les pays musulmans et les pays arabes, car les chrétiens et les juifs sont aussi concernés, du sous-développement dans lequel ils étaient et leur permettre d'entrer dans l'ère de la modernité. Selon les historiens, le point de départ de la Nahda est l'Égypte. Pour eux, cette Nahda, cette renaissance, a été suscitée par l'expédition de Bonaparte pour ce pays, c'est-à-dire l'Égypte. Elle a eu lieu, cette expédition de Bonaparte, en 1798. Bonaparte est parti en Égypte avec une équipe, avec une armée évidemment, mais aussi avec une équipe scientifique dans différentes disciplines. Elle est partie aussi avec un matériel très sophistiqué, ce qui a permis ou ce qui a fait que les Égyptiens ont pris conscience de leur retard devant un Occident très avancé. Les Français se sont retirés de l'Égypte en 1801. En 1804, Mohammed Ali Pacha est arrivé au pouvoir en Égypte comme vice-roi d'Égypte. Donc, il a régné de 1804 à 1849. Il a décidé donc de moderniser l'Égypte et de faire de l'Égypte une partie de l'Europe, de l'Occident. Il veut que l'Égypte fasse partie de l'Occident. Donc, il voulait que l'Égypte se modernise. Il a introduit de vastes réformes dans les différents domaines.
il a envoyé les meilleurs étudiants égyptiens en France pour apprendre, donc en France, les nouvelles sciences, pour qu'ils apprennent les nouvelles valeurs, la nouvelle culture, la nouvelle civilisation, et rentrer ensuite en Égypte pour participer à sa modernisation. Donc voilà ce que voulait Mohammed Ali. Ce qu'on peut dire, c'est que à ce moment-là, les Égyptiens portaient sur l'Occident un regard positif. Et ils le regardaient comme le monde de la prospérité, le monde de la modernité, le monde du développement, le monde de la force physique, physique, force plutôt scientifique, force culturelle et militaire. Donc ils voulaient que leur pays soit comme les pays de l'Europe. Donc si je dois définir la Nahda, la renaissance de ce monde arabe et le monde musulman, je dirais que c'est une expression d'un désir de ne pas rester en retrait par rapport à cette nouvelle civilisation. Donc la Nahda, c'est un mouvement de réforme qui est porté par des intellectuels, des politiciens qui ne voulaient pas que leur pays reste en retrait de la nouvelle civilisation. Et c'est à partir de la Nahda, de l'Égypte, que ce mouvement de la Nahda est parti donc se diffuser dans toute la rive sud de la Méditerranée et donc ce cas aussi le Maghreb. Les trois pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ne sont donc pas restés en retrait de la Nahda. Donc la Nahda a touché aussi les pays du Maghreb. Et les pays du Maghreb ont eux aussi entamé des réformes politiques et sociales très importantes d'ailleurs, qui ont marqué leur premier pas dans l'ère de la modernité. Donc ces réformes ont permis à ces pays de faire leur premier pas dans l'ère de la modernité. Maintenant, pour parler de ces réformes, il y a plusieurs réformes où ces réformes ont touché plusieurs domaines. Le domaine politique, et qui concerne spécialement la Constitution, le domaine, la condition de la femme, c'est le deuxième domaine, l'éducation, c'est le troisième domaine, l'esclavage, la réforme, la littérature et la réforme de l'islam. Voilà les domaines que ces réformes de la Nahda ont touché. Dans le domaine politique, la plus importante réforme qui concerne le domaine politique est l'adoption du système constitutionnel. Les pays musulmans, le Maghreb, ne connaissaient pas avant les systèmes ou le système constitutionnel. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont adopter le système constitutionnel. S'il faut définir la Constitution, je dirais que la Constitution est un système moderne de l'organisation de l'État et du pouvoir. Dans un système constitutionnel, l'État et le chef de l'État sont soumis à des lois. Et la Constitution, donc, ce sont des lois fondamentales. Pourquoi on dit des lois fondamentales? Car elles se trouvent au fondement de toutes les autres lois. Autrement, les lois de la Constitution, ce sont des lois qui se trouvent au commencement de toutes les lois. En soumettant l'État à des lois, selon les constitutionnalistes qui ont pensé ce système au XVIIIe siècle, pour eux, la Constitution a comme objectif de protéger les individus contre la tyrannie royale. Donc la Constitution, ce sont des lois qui protègent les libertés des individus. C'est ce que nous dit David Hume. David Hume est un philosophe anglais, donc il s'est intéressé à la question de la Constitution et il l'a définie comme étant des gouvernements qui sont régis non pas par la volonté d'un homme,
mais par les volontés mais par des lois. Donc, dans la Constitution, dans un système constitutionnel, le président de la République, le chef de l'État ou le roi ne se comporte pas selon sa volonté à lui, mais il se comporte dans les affaires de l'État, qui concernent les affaires de l'État, selon les lois de la Constitution. C'est ainsi que le système constitutionnel représente un système moderne dans l'organisation de l'État. Maintenant, je reviens au Maghreb. Le premier pays musulman, pas seulement au Maghreb, mais dans le monde musulman, à avoir adopté la Constitution est la Tunisie. Donc la Tunisie a adopté la Constitution en 1861. Cette Constitution de la Tunisie de 1861, quand on la lit, on constate qu'elle sépare les pouvoirs, le pouvoir législatif notamment du pouvoir exécutif. C'est déjà un pas vers la construction d'un État moderne. Dans cette constitution aussi de la Tunisie, on lit à l'article 88 de cette constitution affirme que tous les sujets, on parle de sujets parce qu'à l'époque la Tunisie était un royaume, tous les sujets du royaume tunisien, quelle que soit leur appartenance religieuse, sont égaux devant la loi. Ce qu'on constate donc que dans la Tunisie à cette époque-là a aboli ce qu'on appelle le système des dhimmi. Un système dhimmi est un système qui concerne le statut des non-musulmans qui vivent ou qui vivaient, étant donné que ça n'existe plus, qui vivaient dans les sociétés musulmanes, que ça n'existe plus au Maghreb, dans les sociétés musulmanes. Donc la Tunisie, avec cet article 88 de la Constitution de 1861, affirme qu'elle a fait un pas vers la modernité ou dans l'ère de la vie de cette constitution tunisienne de 1861 était courte, étant donné que cette constitution a été suspendue, donc elle n'a pas tenu longtemps, elle a été suspendue en 1864. De 1864, la Tunisie à partir de 1864, la Tunisie n'a pas eu de constitution jusqu'à 1959. On voit presque un siècle. La Tunisie a mis presque un siècle pour avoir une autre constitution. Mais néanmoins, cette constitution, pendant tout ce temps-là, a continué à influencer la scène politique en Tunisie. Le Maroc, quant à lui, s'est doté d'une constitution, ou plutôt d'un projet de constitution, en 1908. Pourquoi projet de constitution? Car cette constitution n'a pas été signée par le roi. Donc, le texte est resté au stade de projet. Quand on lit cette constitution, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'elle est marquée par l'empreinte traditionnelle. Donc, on voit que le Maroc a un projet de constitution, mais il est toujours marqué par l'empreinte traditionnelle. Pourquoi je dis cela? Car dans cette constitution, il est bien écrit que les Marocains doivent l'obéissance au roi. Alors que ce n'est pas l'objectif de la Constitution. La Constitution, elle est telle qu'elle est. Elle a été conçue par les constitutionnalistes. Elle a comme objectif de protéger les libertés individuelles et que le président ou le chef de l'État n'est pas un pouvoir absolu. Mais là, on voit qu'on est encore dans le pouvoir absolu. Le peuple doit obéir au roi. Le peuple doit obéir au roi et le roi, selon cette constitution, hérite une forme de baraka. Et la baraka, on est encore dans la divinisation du roi. Donc, voilà pourquoi je parle de l'empreinte traditionnelle.
Le Maroc n'a eu une vraie constitution, une réelle constitution, qu'en 1962. L'Algérie. L'Algérie est un cas exceptionnel, comme vous le savez, car l'Algérie est devenue un territoire français en 1830. Donc, à partir de 1830, l'Algérie est soumise à un système constitutionnel qui est le système français. Cela ne veut pas dire que les Algériens n'ont pas été influencés par ce changement dans l'organisation de l'État. La preuve, c'est qu'en 1963, juste après l'indépendance, les Algériens donc, ont promulgué une constitution, celle de 1961. Ce qui est intéressant dans la constitution de 1961, c'est qu'elle est très influencée par la constitution française. Voilà pourquoi dans la constitution algérienne, dès 1963, l'égalité, par exemple, entre tous les citoyens et citoyennes, sans aucune distinction liée au sexe, et là je parle des femmes et des hommes, citoyens et citoyennes, est mentionnée, ce qui n'est pas le cas des deux constitutions, la marocaine et la tunisienne. Donc, ces constitutions dont je viens de parler, elles marquent le désir de ces pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, donc elles marquent le désir de ces pays de se moderniser. Quand on adopte le système constitutionnel, on manifeste un désir de se moderniser, un désir de mettre fin au système traditionnel, où le chef de l'État disposait d'un pouvoir absolu. Donc, dans le système traditionnel, le chef de l'État se comportait à sa guise. Dans le système constitutionnel, dans le système traditionnel, les individus devaient l'obéissance à celui qui détient ou détenait l'autorité. Dans les pays musulmans, c'est conformément au verset 59 de la sourate Les Femmes, et vous connaissez donc la sourate Les Femmes qui dit « Ô croyants, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. » Dans les sociétés musulmanes, la morale est fondée sur le principe de l'obéissance. Donc, obéir devient ou est dans les sociétés musulmanes ou dans la culture musulmane et selon la religion musulmane comme un principe social, mais un principe moral également. Donc là, on sort du principe de l'obéissance vers un principe on sort du système de l'obéissance vers un système de loi où on obéit aux lois et non pas au monarque ou au chef de l'État. Le deuxième point ou le deuxième domaine dans lequel qui marque ces réformes de la Nahda, est celui de la condition de la femme. La Nahda est portée par des intellectuels et des politiciens qui voulaient donc que leur pays sorte du sous-développement. Mais ils ont très vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas, leur société ne pouvait pas sortir de leur sous-développement sans changer la condition de la femme. La femme, c'est 50% de la population. 50% de la population à l'époque, on est au début du 19e siècle, était exclue du monde de la politique, du monde de la culture, du monde de la société. Les femmes étaient prisonnières chez elles, donc elles ne sortaient pas et elles n'avaient pas le droit à la vie, à la participation à la vie sociale ou politique. Donc les acteurs de la Nahda ont ont commencé à travailler pour libérer justement la femme de cette condition traditionnelle, mais aussi humiliante pour la femme, afin que la femme
puissent participer, elles aussi, à ce développement de la société et sa modernisation. De toute manière, ils ont compris qu'aucune modernisation de la société ne pouvait se faire sans moderniser la condition de la femme. La femme, donc, a acquis, à ce moment-là, au sein de la Nahda, a acquis des droits. Parmi ces droits, le droit à l'instruction, donc aller à l'école, aller à l'université, le droit d'accéder au travail, le droit de ne pas porter le voile et le droit de sortir de chez elle. Donc, ce sont des droits que la femme musulmane, la femme au Maghreb, a acquis à ce moment-là. Donc, les acteurs de la Nahda voulaient inscrire la femme de maghrébine dans la modernité. Le troisième domaine qui marque donc ces réformes de la Nahda est celui de l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire l'école. C'est à ce moment-là que l'école moderne a été créée comme une école séparée de la mosquée. L'enfant va donc à l'école pour apprendre les sciences modernes selon les méthodes modernes et non à la mosquée. Il peut aller à la mosquée, mais à la mosquée, il apprend la religion, à l'école, il apprend les sciences modernes. Dans la constitution marocaine, dans le projet de constitution marocaine de 1908, on a un article qui précise que l'enfant, justement, va à l'école. L'école devient obligatoire, mais il va à l'école pour apprendre les nouvelles sciences avec les nouvelles méthodes. Avec une précision quand même que cette école est obligatoire pour les garçons et non pas pour les filles. C'est le point négatif de cette réforme. Je parle du Maroc. Le deuxième point négatif dans cette réforme marocaine, c'est que l'école des filles se limitait au niveau primaire. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce désir, cette volonté de créer une école séparée de la mosquée, une école moderne, une école où on apprend les sciences modernes. Le quatrième point important de ces réformes est l'abolition de l'esclavage. Il faut dire que l'abolition de l'esclavage dans le monde entier s'est fait au XIXe siècle. Et le monde musulman, le Maghreb, je parle du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, n'ont pas fait exception. Donc, on a aussi aboli l'esclavage et le premier pays dans le monde musulman à avoir aboli l'esclavage est la Tunisie en 1946. Pardon, pas 1900, 1846. Et l'Algérie a aboli l'esclavage au temps de la France en 1848. Donc, on a l'abolition de l'esclavage qui est un élément important. La littérature est un autre domaine qui a connu beaucoup de réformes, qui s'est aussi modernisé. La littérature, pendant la période de la Nahda, a connu un bouleversement énorme, mais dans le sens positif du terme. Donc, à ce moment-là, il y a eu une modernisation dans la façon d'écrire le roman. La poésie, c'est à ce moment-là qu'on a connu ce qu'on appelle le sha'r al-hur. On a aussi écrit beaucoup de pièces de théâtre et des pièces d'opéra. Des pièces d'opéra qui ont vu le jour. Et je pense que beaucoup se rappellent des pièces d'opéra de Ahmed Shawqi. Donc, là aussi montre comment la littérature, elle aussi, a prospéré pendant la période de la Nahda. Car de la Nahda, c'était des réformes qui ont touché tous les domaines. Le dernier domaine concerne la réforme de l'islam. Les acteurs de la Nahda, comme pour la condition de la femme, ont compris très vite qu'ils ne pouvaient pas réformer leur société et faire de sorte qu'elle aillent vers la modernité sans réformer l'islam. Donc, il y a eu aussi un chantier
qui a été celui de la réforme de l'islam, et je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le deuxième chapitre de ma conférence qui concerne les limites et l'échec de la Nahda. Donc la Nahda a connu plusieurs limites. Donc ce beau mouvement de la Nahda que je viens de présenter a connu plusieurs limites, et la première de ces limites concerne le système constitutionnel. Donc on a adopté le système constitutionnel, mais avec plusieurs limites. Quelles sont ces limites? Toutes ces constitutions que je viens de citer, celles de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, toutes les trois font référence à l'islam comme religion de l'État. Chacune avec son expression propre, évidemment. Mais toutes les trois font référence à l'islam. Par exemple, la constitution tunisienne de 1959 précise dans son préambule, dans le préambule de la constitution, que les Tunisiens demeurent fidèles aux enseignements de l'islam. Elle ajoute dans l'article 1 de cette constitution que la religion de la Tunisie est l'islam. La constitution marocaine de 1962, après ces constitutions, ont connu des révisions, mais ces références à l'islam, on les retrouvera dans toutes les révisions que ces constitutions ont connues. La constitution marocaine, elle affirme dans son préambule que le royaume du Maroc est un royaume islamique, encore aujourd'hui. Donc le Maroc est le seul pays des trois pays à avoir une telle formule dans sa constitution. La constitution algérienne de 1963, article 4, précise que l'islam est la religion de l'État. On va retrouver aussi ce principe dans toutes les constitutions algériennes, dans l'article 2. Pourquoi cette référence à l'islam pose-t-elle problème? C'est la question importante qu'il faut se poser. Cette référence à l'islam pose problème car la constitution est la loi fondamentale d'un pays. Autrement dit, les lois qu'on trouve au fondement de toutes les lois, telles que le politicien allemand l'a défini, c'est la loi qui se trouve au fondement de toutes les lois. Mais quand on déclare au sein de la Constitution que l'islam est la religion de l'État, cela revient à dire que l'État a d'autres lois fondamentales, celles de l'islam. Autrement dit, on déduit on déduit deux choses, ou on peut déduire deux choses. Que les lois fondamentales de la Constitution ne sont pas les lois fondamentales en réalité, et que les lois fondamentales, ce sont celles de l'islam, ou ces États ont deux lois fondamentales. Dans les deux cas, il y a échec du système constitutionnel. Donc aujourd'hui encore au Maghreb, on a échec, et il y a un échec dans la construction d'un système constitutionnel, dans l'adoption du système constitutionnel. Le deuxième point important qui fait que cette référence pose problème, c'est que les lois de l'islam et les lois de la Constitution s'opposent. La Constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des lois fondamentales qui ont comme objectif de protéger, de garantir, de protéger les libertés des individus. Donc il faut toujours garder ça en mémoire, dans notre esprit, que l'objectif de la Constitution est de garantir et de protéger les libertés des individus. Pour faire en sorte que le pouvoir ne soit pas absolu. C'est ça l'objectif de la Constitution, que le pouvoir ne soit pas absolu, que les libertés soient garanties. Or, dans le système juridique de l'islam, car l'islam n'est pas seulement une spiritualité, c'est également un système juridique. Dans le système juridique de l'islam qui remonte au 7e siècle,
il n'y a pas la liberté des individus ou la liberté individuelle n'a pas de place. Donc, dans ce, pardon, dans ce système juridique, la liberté n'a pas de place. Elle n'est pas reconnue. Donc, on a deux systèmes, l'un qui a comme objectif de protéger les libertés et l'autre qui ne reconnaît pas les libertés. Donc, non seulement nous avons, on peut dire, deux lois fondamentales, mais on a deux lois fondamentales qui s'opposent. Tout cela a fait que nous avons des États qui ont un comportement en tant qu'État, je dirais, flou, qui n'est pas clair, qui est très ambigu. Par exemple, si je prends l'Algérie, cette ambiguïté, on la voit dans les contradictions qu'on remarque au sein de la Constitution, de ces constitutions algériennes, marocaines et tunisiennes. Par exemple, si je prends l'Algérie, la Tunisie, les deux affirment leur respect des droits de l'homme. Je parle de l'Algérie jusqu'à 30 décembre 2020. Toutes les deux affirment le respect des droits de l'homme. Mais en même temps, elles affirment que l'islam est la religion de l'État. Donc, on a une opposition entre deux systèmes que l'État reconnaît, donc on ne sait pas lesquels de deux l'État va respecter. C'est une ambiguïté. Cela, on le voit très bien dans, par exemple, la question de l'égalité. L'égalité est un des principes des droits de l'homme. Or, quand on dit que la Constitution respecte l'égalité ou garantit l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, comme c'est le cas de la Constitution algérienne, et en même temps, cette Constitution affirme que l'islam est la religion de l'État, là aussi, ça pose problème. Étant donné que l'islam ne reconnaît pas l'égalité. L'islam est les lois de l'islam, les lois juridiques de l'islam ne sont pas fondées sur l'égalité, mais sur l'inégalité, notamment entre les hommes et les femmes, où les hommes sont considérés comme des êtres supérieurs et les femmes des êtres inférieurs. L'autre élément qui pose problème, c'est la liberté de conscience. Là aussi, les droits de l'homme sont fondés sur la liberté de conscience, la liberté en général, mais la liberté de conscience en particulier, alors que l'islam ne reconnaît pas la liberté de conscience. En tout cas, l'islam tel que les musulmans le connaissent et le pratiquent. Je dirais les règles juridiques de l'islam. Donc là, on voit des contradictions dans le système constitutionnel de ces pays. Il faut quand même rappeler que la Constitution algérienne, à partir de 1976, reconnaît la liberté de conscience. Dans la version française, on parle de liberté de conscience. Dans la version arabe, on parle de liberté de croyance. Mais je considère personnellement que la liberté de croyance est la liberté la plus proche de la liberté de conscience. Car la croyance peut être religieuse ou non religieuse. Donc là, on est devant une liberté d'avoir une croyance ou de ne pas en avoir, religieuse ou non religieuse. Donc on est très proche de la liberté de conscience. À partir de 1989, ce que beaucoup d'Algériens ignorent, c'est que les droits de l'homme dans la Constitution algérienne sont déclarés comme patrimoine de tous les Algériens et Algériennes. Et là aussi, cela se pose carrément avec les règles de l'islam considérées comme la religion de l'État. Vous voyez les contradictions au sein de la Constitution qui fait que cette Constitution algérienne ou marocaine ou tunisienne, le Maroc n'a pas déclaré le respect des droits de l'homme. Donc, c'est un système à part. Je parle de la Tunisie et l'Algérie. Donc là, on voit une confusion, une ambiguïté dans les lois fondamentales de l'État.
Et le deuxième point aussi qui se pose, le deuxième problème qui se pose, c'est que les lois fondamentales, les lois d'une constitution, je répète, la constitution sont des lois fondamentales d'un État, donc toutes les autres lois que certains, on les appelle les lois ordinaires, doivent être le prolongement de ces lois fondamentales. Le prolongement, autrement dit, elles ne doivent pas se contredire avec les lois fondamentales, les lois de la Constitution. Donc, quand la Constitution dit les hommes et les femmes sont égaux, toutes les lois, le droit de l'État et tout ce que fait l'État doit respecter l'égalité entre tous les citoyens. C'est primordial pour avoir une Constitution qui est respectée et qui est claire surtout. Ce n'est pas le cas. En Algérie, la Constitution déclare que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans aucune distinction liée au sexe ou au rang social ou autre, mais là on voit qu'on a un code de la famille qui considère, comme je viens de le dire, que les femmes sont inférieures et les hommes sont supérieurs. Car la Constitution nous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi et le code de la famille est issu de la charia. C'est même l'application de la charia. Donc là, on voit un État aussi qui a un comportement très ambigu. Et toujours par rapport au principe de l'égalité, en Algérie, par exemple, à l'école, les enfants sont tous soumis à la même éducation religieuse, sans tenir compte de la religion de leurs parents. Ce qui n'est pas juste également, ce qui ne respecte pas le principe de l'égalité déclaré dans la Constitution. Le code de la famille, non seulement il discrimine les femmes, mais il est appliqué à toutes les familles algériennes, à tous les couples algériens, sans prendre sans considération à leur appartenance religieuse. Donc, nous avons des constitutions qui déclarent des principes, qui déclarent des lois, qui stipulent des lois qu'elles ne respectent pas, car il y a à côté d'autres lois fondamentales, celles de l'islam. Il faut ajouter une chose importante, c'est que la constitution algérienne, je me concentre plus sur la constitution algérienne. Je m'adresse plus aux Algériens, mais dans la constitution algérienne de 1976, non seulement il y a l'islam, il y a les lois de la constitution, il y a l'islam comme religion de l'État, il y a la charte nationale qui aussi devient une autre loi fondamentale. Donc finalement, on a 3 lois fondamentales qui fait qu'on ne sait plus quelles sont les lois fondamentales de notre État à ce moment-là. La séparation des pouvoirs, c'est un élément important dans l'organisation d'un État moderne. Là aussi, les constitutions au Maroc, en Algérie et en Tunisie posent problème. Pourquoi ils posent problème? Car on n'a pas pu se séparer totalement du système traditionnel qui est fondé sur la religion musulmane qui déclare que les individus doivent obéir au chef de l'État. Donc, les chefs des États dans ces pays voulaient avoir le pouvoir absolu et que les individus leur obéissent. Ils étaient dans cette relation avec le peuple. Donc, ils étaient encore dans cette conception de la relation entre le peuple et le chef de l'État qui est fondée en islam sur l'obéissance. C'est pour cela que les régimes que ces pays ont connus sont ou étaient encore aujourd'hui, mais je parle au passé, étaient des régimes dictatoriaux.
On l'a vu avec la constitution marocaine, le projet de constitution marocain de 1908, où l'obéissance au roi était inscrite dans la constitution. Il faut rappeler une chose, que la constitution tunisienne a été suspendue 3 ans après. La constitution algérienne de 1963 a été suspendue 2 ans après par Boumedienne, alors que la constitution, ce sont les lois fondamentales de l'État, d'un État, elles doivent être sacrées. On ne peut pas les suspendre une constitution ou la changer comme ça, comme on veut. Or, Boumedienne il a tout simplement suspendu la constitution pendant 11 ans. Ce qui montre qu'on n'est pas encore dans un esprit qui connaît ou qui accepte ou qui reconnaît la valeur de cette constitution, son sens et son objectif. Ce problème qui est posé au sein de la constitution, le rapport que ces pays ont avec la constitution, bien qu'ils l'ont adopté, est un rapport très insuffisant, très ambigu, encore pas tout à fait mûr. Il va se répercuter sur les autres lois de la société et au sein de la société. Donc, les femmes, par exemple, n'ont jamais accédé à l'égalité. Donc, ces pays n'ont jamais reconnu l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce qui est intéressant dans la constitution marocaine, quand on lit cette constitution, la constitution marocaine de 1962, à la veille de la dernière révision, celle de 2011. Elle parle de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. Donc, on précise qu'il s'agit d'une égalité politique pour dire qu'elle ne reconnaît pas l'égalité juridique. C'est une égalité politique seulement. Les inégalités entre les hommes et les femmes au Maroc est inscrite dans ce qu'on appelle la Moudawana, qui est le code de la famille marocain, qui a été promulgué en 1958 jusqu'à 2004, où il a connu une réforme. Et évidemment, le roi à l'époque a désigné les docteurs de la religion ou les religieux pour rédiger cette Moudawana. Des hommes religieux pour rédiger la Moudawana. Donc, on peut pas imaginer que le résultat soit différent. L'Algérie également, elle a adopté le code de la famille de 1984, qui est un code qui va à l'encontre totalement de la constitution algérienne. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que la constitution précise que l'islam est la religion de l'État. La constitution tunisienne, quand on lit cette constitution, elle parle de l'égalité de tous les citoyens. Elle ne dit pas l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Personnellement, je trouve cela ambigu. Pourquoi ambigu? Dans des pays comme les nôtres, où les femmes sont victimes des inégalités et de discrimination, il est important de préciser qu'il s'agit d'une égalité entre tous les citoyens et citoyennes. Donc, je trouve cela comme un point aussi négatif dans la constitution tunisienne, même si la constitution tunisienne représente, pas la constitution, pardon, mais le code du statut personnel de la Tunisie représente le code le plus évolué par rapport aux deux autres pays. La Tunisie a aboli la polygamie, mais la Tunisie n'a pas permis quand même, n'a pas reconnu, je dirais, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, étant donné que d'autres inégalités persistent encore aujourd'hui dans le code du statut personnel de la Tunisie. La modernisation de l'école. La modernisation de l'école, normalement, à l'école, l'enfant apprend les sciences modernes. Or, vous avez tous fait l'école algérienne. Depuis l'indépendance,
l'école algérienne n'a pas tout à fait séparé entre l'école et la religion. Donc l'élève apprend toujours la religion à l'école. Le problème, c'est que l'école, la religion, c'est de plus en plus introduite au sein de l'école. Et aujourd'hui, dans certaines écoles, on a du mal à distinguer entre l'école et la mosquée. Voilà par rapport aux, aux limites de ces constitutions et les limites au sein de la Constitution, c'est répercuté dans la société marocaine, tunisienne et algérienne. Les limites de cette Constitution ont fait que ces constitutions sont restées un projet inachevé et la construction de l'État moderne est restée un projet inachevé. Donc, tant qu'on n'a pas une constitution claire et nette et que ces lois sont les seules lois fondamentales pour le pays, on n'a pas construit un pays moderne et on est encore dans le projet de la construction d'un pays moderne et encore, je dirais même qu'on est dans un recul par rapport au projet de la construction d'un État moderne. Donc la Nahda avait l'objectif de construire un État moderne dans tous ces pays, mais ça n'a pas été fait encore. L'État reste flou dans ses comportements, dans ses lois. Il perd de crédibilité devant le peuple, car le peuple ne sait pas réellement quelles sont les lois fondamentales de l'État. Aujourd'hui encore, on ne sait pas en Algérie quelles sont les lois fondamentales de l'État, de l'islam ou celles de la Constitution. Et comment l'État jongle entre les deux? Je dirais comment il jongle entre les deux. Je réponds juste au sujet des femmes, par exemple. Dans ces trois pays, l'esclavage est aboli. L'esclavage existe pourtant en islam, dans le Coran, l'esclavage est reconnu, il est même codifié. Donc on abolit l'esclavage, pas de problème. Quand il s'agit de la femme, non, il faut quand même que la charia, que la loi soit celle de la charia. Sharia. On abolit le châtiment de la main coupée, par exemple, mais quand il s'agit de la polygamie, on crie au scandale. On ne peut pas l'abolir, car elle existe dans le Coran, mais la main coupée aussi existe dans le Coran. Donc on voit là qu'il y a une forme de subjectivité qui fait qu'on n'a pas le même comportement vis-à-vis même des lois de l'islam. Ce qui nous permet de déduire que finalement, ce n'est pas que l'islam qui pose problème. La domination masculine aussi pose problème. Donc les femmes sont aussi victimes de la domination masculine. Donc voilà pour les limites de ce système constitutionnel qui n'a pas cessé d'être réformé. Depuis 62 au Maroc, 59 en Tunisie, 63 en... On a eu plusieurs réformes, réformes, non, je veux dire plusieurs révisions. On a eu plusieurs révisions. Selon Montesquieu, qu'est-ce qu'il dit, le philosophe Montesquieu? Il dit une loi qui est mal faite et celle qui est souvent rectifiée. Donc, quand une loi est souvent rectifiée, souvent révisée, c'est qu'elle est mal faite. Donc, toutes ces révisions nous donnent une réalité de ces constitutions. Elles sont mal faites dès le départ et elles continuent d'être mal faites. Maintenant, comment expliquer que ces constitutions qui ont été promulguées en 59, 62, 63 n'ont pas pu se réaliser et ces pays n'ont pas pu construire un État moderne? Le problème, au fait, c'est que la Nahda, en 1950, disons 1950, mais après la Deuxième Guerre mondiale,
C'est que la Nahda, après la Deuxième Guerre mondiale, a connu déjà un échec. On est déjà dans l'échec de la Nahda. Et ces constitutions, comme vous avez remarqué, ont été promulguées après 1950. Donc, après 1950, on est dans une période où l'esprit de la Nahda est là, toujours, mais on ne fait plus de réformes. Il n'y a plus de réformes. Il y a même une régression. Comment expliquer cette régression? Je l'explique d'abord par le conservatisme de la société. Une, par la religion musulmane qui est restée dans son aspect le plus traditionnel. L'islam n'a pas connu de réforme. En 1950, on est encore dans la version la plus traditionnelle. 3, par la riposte des religieux qui ont utilisé à la fois l'attachement de la population, même s'il y avait une grande partie de la population qui voulait intégrer la modernité, mais il y avait d'autres qui étaient attachés, une autre partie qui était attachée aux traditions. Ils ont utilisé l'attachement de la population aux traditions et la religion pour faire face aux réformes. Donc, ils se sont opposés à ces réformes. Les acteurs de la Nahda ont entamé une réforme de l'islam. Ils n'ont pas réussi aussi, donc même la réforme de l'islam a connu un échec. Pourquoi cet échec? Je l'explique par une. Tout d'abord, premièrement, par le fait que les premiers réformateurs de l'islam étaient des intellectuels. Ce n'étaient pas des religieux, des intellectuels. Comme Mansour Fahmi, comme Taha Hussein, c'était des intellectuels. Aussi Aïcha Taïmour, c'était des intellectuels qui ont travaillé pour réformer l'islam. Tahar al-Haddad en Tunisie. Ces intellectuels ont été, je veux dire, la riposte à leur égard de la part des conservateurs et des religieux était très forte, au point où on les a attaqués, on les a accusés d'atteinte à l'islam, on les a traînés devant les tribunaux. La majorité de ces intellectuels ont écrit un livre et ils ont cessé de parler de l'islam et de la réforme de l'islam. D'autres se sont rétractés, comme Taha Hussein. D'autres, comme Aïcha Taïmour, Qasem Amin, Huda Sha'rawi, qui était une féministe, ont commencé à tenir un discours plutôt qui ménageait l'opinion publique, en disant oui, on veut réformer, mais ce n'est pas contre l'islam. On reproche rien à l'islam, mais on veut juste réformer la société. Au contraire, on veut retrouver l'islam pur, etc. Ce discours a freiné aussi beaucoup la critique de l'islam, et sans critique, il n'y a pas de réforme. Le troisième élément, c'est que les religieux se sont accaparés de la question de la réforme, comme Abdelhamid Badis en Algérie, comme Mohamed Abdou en Égypte. Ils se sont accaparés de la question de la réforme. Ils ont dit, nous, on va réformer l'islam, mais on va le réformer afin qu'il retrouve l'islam pur des premiers musulmans. Donc, c'est une réforme finalement salafiste, islahiste, salafiste. Ce n'est pas une réforme qui se projette dans l'avenir, ce que les acteurs de la Nahda, que l'islam soit compatible avec la civilisation moderne. Ces islahistes voulaient retrouver l'islam des premiers musulmans, et l'islam des premiers musulmans, c'est l'islam du 7e siècle. Il ne peut pas être compatible avec la civilisation moderne. Voilà comment j'explique la défaite de l'islam, mais rapidement, évidemment. Mais dans toute cette atmosphère, ce qui pose problème en particulier, c'est la création de la confrérie des frères musulmans en 1928. La confrérie des frères musulmans a été créée pour contrer la Nahda, pour mettre un terme à ce mouvement de réforme, étant donné que les frères musulmans avaient comme objectif de réislamiser les sociétés musulmanes et de mettre fin
au projet de la modernisation de ces sociétés. Les frères musulmans, donc c'est une confrérie qui a été créée en 1928. C'était surtout comme riposte à l'abolition du califat en Turquie en 1924. Les frères musulmans n'auraient pas peut-être réussi si, je dirais, l'atmosphère politique et géopolitique de l'époque ne leur a pas permis de réussir. Autrement dit, à cette époque-là, il y a eu le mouvement de la colonisation. Il y a eu la création d'Israël. Il y a eu les défaites des guerres des Arabes contre Israël. 3 éléments qui ont donné aux frères musulmans de quoi se défendre en disant aux musulmans, voilà, si vous êtes dans cette situation d'humiliation, si vous êtes humiliés par l'Occident, c'est parce que vous vous êtes éloignés de l'islam et la cause, c'est les modernistes. Donc revenez à l'islam, revenez à l'islam des premiers musulmans, vous allez retrouver votre prestige. Donc voilà comment les frères musulmans ont utilisé cette situation politique et géopolitique à leur profit. Donc, on est parti du mouvement de la Nahda avec un regard positif porté sur l'Occident à la fin de la première moitié du XXe siècle avec un regard très négatif porté sur l'Occident. Donc l'Occident est devenu le monde dominateur et avec tout le regard négatif que les conservateurs ont construit donc pour désigner l'Occident. Je termine ce chapitre avec cette idée que la Nahda est née en Égypte et la défaite de la Nahda est partie aussi de l'Égypte avec les frères musulmans notamment. J'arrive au dernier chapitre, le Maghreb de 1988 à 2021. En 1988, le peuple algérien est sorti dans la rue pour réclamer la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'association. Il voulait plus de justice sociale, il voulait mettre fin au parti unique et comme vous le savez. En 1989, l'Algérie a promulgué une nouvelle constitution qui, en la comparant aux autres, elle est beaucoup plus moderne que toutes les autres constitutions. Mais elle ne s'est jamais libérée de l'article 2 qui dit que l'islam est la religion de l'État, évidemment. Donc, cette constitution reconnaît la liberté d'avoir des partis politiques et c'est à ce moment-là que le Front islamique du salut obtient son agrément. Le Front islamique du salut, connu sous le nom du Fils, s'est opposé à la modernité, il s'est opposé à tout ce que la Nahda a construit pendant un siècle et demi. Néanmoins, il remporte le premier scrutin pluraliste dans l'histoire de l'Algérie, les 2 premiers scrutins, celui de 1990 et celui de 1991. Cela nous permet de déduire que le peuple voulait la liberté, voulait la démocratie et il s'est retrouvé face aux islamistes. L'armée intervient pour protéger l'État du traitement parce que les islamistes finalement n'avaient pas un projet politique de construction d'un État moderne. Ils avaient plus un discours moral et moralisateur qu'un discours politique qui se projette dans l'avenir, comment l'Algérie sera demain. Plutôt leur discours regarde vers le passé, vers le 7e siècle, ce qui mettait l'État en danger. L'armée intervient et l'Algérie, comme vous savez, rentre dans une longue période de terrorisme. Les islamistes ont pris les armes, donc comme vous le savez.
En 1989, Bouteflika arrive au pouvoir et pour mettre fin à cette violence, à ce terrorisme, il a fait des concessions aux islamistes. La première concession, c'est l'article 144 bis 2 du Code pénal qui, qui est tout simplement l'introduction de la religion dans le sein, au sein du code pénal. Donc la religion s'est introduite dans le code pénal qui réserve donc des punitions de 3 à 5 ans à toute personne qui offense le prophète ou porte atteinte à l'islam, comme vous le savez, et on a eu des exemples ces derniers jours. Même ses compagnons. Même ses compagnons. Pagnon aussi. Et qui? Lesquels? Tous. Donc, bon. Tous les autres, tous les autres pas compagnons, mais tous les autres envoyés de Dieu. Il ne parle pas de compagnons, mais d'envoyés de Dieu. Pas compagnons, il faut rectifier. En 2016, l'article 50 de la Constitution algérienne, l'article 50 a été ajouté à la Constitution algérienne de 2016, il n'y a pas longtemps, pour limiter la liberté de la presse. Il faut que la presse exerce sa liberté d'expression dans les limites du respect des valeurs religieuses, morales, culturelles de la nation. Quand il faut respecter les valeurs morales, culturelles de la nation, on se demande ce qui peut rester de cette liberté de conscience. Le Maroc et la Tunisie donc connaissent une révolte en 2011 et ces pays aussi ont connu pratiquement la même chose avec les partis islamiques qui remportent les premiers scrutins libres dans ces pays. Donc An-Nahda, le mouvement de la Nahda, remporte les élections en Tunisie et le parti de la justice et du développement remporte aussi les élections au Maroc. Donc on est un peu dans la même situation. Dès lors que le peuple sort pour réclamer plus de liberté et de démocratie, donc de modernité, finalement, il se retrouve face à un mouvement qui veut le contraire. Il veut plutôt repartir dans le passé. Je reviens à l'Algérie, étant donné que l'Algérie va connaître un autre mouvement en 2019. En 2019, les Algériens sortent encore une fois pour réclamer une Algérie libre et démocratique. Et aujourd'hui, on assiste aussi à une volonté de la part des islamistes de récupérer encore ce mouvement populaire algérien. Ce qui est important pour nous, étant donné qu'on parle de l'État, de la construction de l'État et de l'évolution sociale et politique, c'est que l'Algérie a connu une autre révision de la Constitution qui a été promulguée le 30 décembre 2020, il y a à peine quelques mois. Cette Constitution algérienne de 2020 a supprimé les droits de l'homme dans la partie qui concerne les droits des individus. Elle les a remplacés par les droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, les Algériens n'ont plus les droits de l'homme comme droits respectés, garantis pour les Algériens, mais simplement les droits fondamentaux. Mais les droits fondamentaux est une expression qui n'est pas claire. Qui a-t-il derrière cette expression droits fondamentaux? Vous savez que tous les droits de l'homme sont des droits fondamentaux, mais tous les droits fondamentaux ne sont pas les droits de l'homme. Ce qui a donné aux droits de l'homme, aux droits de l'homme leur cadre bien déterminé, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. En dehors de cette déclaration, on est dans des droits fondamentaux, mais qui restent très subjectifs
et même on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On rentre dans une autre forme de flou et d'ambiguïté. Mais il faut savoir pourquoi ça a été fait. Les islamistes ne sont pas d'accord avec les droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à cause de la liberté de conscience et de l'égalité de tous les citoyens. Cette constitution algérienne de 2020 a supprimé la liberté de conscience. Pourtant, elle est garantie dans toutes les constitutions algériennes ou dans la constitution algérienne, dans toutes les révisions qu'elle a connues de 1976 à la veille de cette révision. Beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Et je suis même étonnée que les Algériens ne le savent pas. Aujourd'hui, les Algériens, quand j'ai écrit le premier article dans lequel j'ai parlé de cette suppression de la liberté de conscience et des droits de l'homme de la nouvelle constitution, beaucoup d'Algériens ont pensé que c'est la première fois que je réclame pourquoi la liberté de conscience n'existe pas dans la constitution. Ils ne savent pas qu'elle existe depuis ou qu'elle a existé depuis 1976. Il faut dire qu'en langue arabe, il y a une petite différence entre la constitution dans sa version arabe et la constitution dans sa version française. Dans la version française, on parle de liberté de conscience. Dans la version arabe, on parle de hurriyat al-mu'taqad, la liberté de croyance. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont très proches. Donc on peut dire que c'est la liberté de conscience. Donc l'Algérie, finalement, si je compare les trois constitutions, les dernières, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il n'a jamais reconnu la liberté de conscience. Concernant l'égalité, il y a un article qui concerne l'égalité homme-femme. Normalement, là aussi, c'est un peu bizarre. Quand on parle de l'égalité, c'est l'égalité de tous les citoyens et citoyennes tout court. L'égalité homme-femme, comme s'il y a une façon de voir cette égalité qui est différente. Il parle avant, il y avait une égalité dans le domaine politique seulement. Dans la Constitution, à partir de 2011, on parle d'une égalité politique, civile, culturelle, mais le Maroc ne parle jamais d'une égalité devant la loi. Là aussi, c'est un problème. Parce que le Maroc est un pays islamique. Donc, il ne reconnaît pas l'égalité, il ne reconnaît pas la liberté de conscience. Bien que la Moudawana marocaine a connu une évolution, personnellement, je l'ai lu, et je trouve que c'est une évolution considérable en 2004. Mais elle n'a pas accédé ou elle n'a pas reconnu l'égalité homme-femme toujours. Mais en la comparant avec ce que les femmes avaient comme droit au départ, évidemment, c'est une réforme considérable. Je reviens à la Tunisie. La Tunisie, dans la constitution de 2014, continue toujours de déclarer dans son préambule que la Tunisie reste attachée ou demeure attachée aux enseignements de l'islam. Article 1, la religion de la Tunisie est l'islam. Donc on est dans la même référence. Et dans le préambule, la Tunisie respecte les droits de l'homme. On est toujours dans le même, comment dirais-je, flou et ambiguïté. Ce qui est différent, je parle toujours que des libertés, des légalités et libertés. Je ne parle pas des autres articles, évidemment. Ce qui est différent, c'est que la Constitution de 2014 parle de l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Ce qui n'était pas le cas des constitutions de 1959 à la dernière, je crois que c'était, elle a été promulguée en 2008, je crois. La constitution tunisienne, l'article 6, introduit la liberté de conscience et la liberté de croyance, mais dans le même article, elle ajoute que l'État protège la religion.
Comment l'État peut-il respecter la liberté de conscience et protéger la religion, sa religion évidemment. Donc là, je pense que c'est une contradiction que la liberté de conscience ne peut pas être. C'est une marque inquiétante, dans le domaine des libertés individuelles. On a supprimé la liberté de conscience qui existait dans la Constitution de 1976 à la veille de la révision de la dernière révision. Le problème, c'est que le peuple algérien n'a pas réagi. Toute la question, pourquoi le peuple n'a-t-il pas réagi? Pourquoi les juristes n'ont rien dit? Pourquoi les journalistes n'ont pas réagi? Justement, pourquoi? La question reste posée. Elle reste posée. Depuis je pense qu'il y a un mois ou un mois et demi, depuis que j'ai écrit un article dans lequel j'ai parlé de ce problème, la majorité des gens qui m'ont écrit des messages me disent, je comprends de leurs messages, qu'ils pensent que c'est la première fois que je réclame la liberté de conscience pour les Algériens. Ils ne savent pas qu'elle existait dans la Constitution depuis 1976. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on est dans un pays musulman et que dans leur esprit, il est inconcevable qu'elle existe dans la Constitution? Un point d'interrogation, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les Algériens ne s'inquiètent pas pour leur liberté et pour les droits de l'homme qui les protègent. Moi, je me suis juste, si je compare par rapport au projet de loi sur la déchéance de la nationalité, les Algériens se sont mobilisés, le gouvernement a renoncé à ce projet. Par contre, la suppression des libertés, de la liberté de conscience dans la Constitution n'a fait réagir personne. Évidemment, il n'y a rien qui a... le projet a été tout simplement adopté. Donc, un peuple qui ne défend pas ses libertés est un peuple qui perd ses libertés. Il est normal qu'il les perde. Si on ne veut pas perdre nos libertés, il faut les défendre. Et voilà la raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre, pour surtout que les Algériens comprennent et pour qu'ils soient conscients qu'ils ont perdu des droits importants. Lettre au président de la République. J'arrive à la conclusion. Je dirais tout simplement, non, avant d'arriver à la conclusion, je rajouterai juste un point. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 22h13. Voilà. Donc, on a un problème au sein de la Constitution, donc au sein de l'État, qui se répercute au sein de la société. C'est le retour du religieux qui explique évidemment toute cette situation. Et au sein de la société, le premier élément toujours, la première chose toujours qu'on remarque quand une religion revient, c'est la condition de la femme. Les femmes se sont mises à porter le voile à nouveau, alors qu'elles ont, au début du siècle, il y a eu un travail énorme que les intellectuels ont fait pour démontrer que la femme n'est pas obligée de porter le voile. Donc les femmes ont abandonné le voile, aujourd'hui elles reviennent au voile. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons des femmes qui sont médecins, ingénieurs, qui sont avocates, qui sont des femmes qui ont fait l'université et tout, mais qu'elles portent le voile, qui portent le voile. Avec le voile, qu'est-ce qu'elles disent? Elles transmettent un message. Le voile est un message. Le voile, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est un message. Ce que disent ces femmes à travers ce voile, moi je respecte la charia, je porte le voile. D'ailleurs, si vous leur posez la question, elles vous diront, moi je le porte parce que c'est une recommandation du Coran, de l'islam, etc. Sauf que ces femmes oublient une chose, c'est que dans le Coran, il y a un verset aussi qui leur demande de rester chez elles. Le verset 33 de la sourate Les Coalisés. Il leur dit, restez dans vos foyers. وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.
restez chez vous. La question que je me pose, si demain, des religieux arrivent au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils leur demandent de rester chez elles. Vont-elles rester chez elles? Et les femmes algériennes, enfin, je veux dire, est-ce que en Algérie, les femmes algériennes vont encore vivre la réclusion à vie que leurs grand-mères ont connue? Ces femmes qui portent le voile aujourd'hui ne repensent pas à leur petite fille demain. Qu'est-ce qu'elles préparent pour leur petite fille? Les acteurs de la Nahda, les féministes de la Nahda, leur ont préparé le droit d'aller à l'école, à l'université et de travailler. Elles, qu'est-ce qu'elles préparent pour leur petite fille dans quelques années? L'école, c'est la même chose. Donc l'école, de plus en plus, la religion s'introduit dans l'école et c'est un grand problème, mais je ne vais pas aller dans les détails. J'arrive juste à la conclusion pour dire que de cet exposé, on peut retenir quelques points importants. Le premier point, c'est que l'ouverture des sociétés musulmanes et leur modernisation est quelque chose de tout à fait possible. La Nahda l'a prouvé. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est que l'histoire de la Nahda a été très courte. Donc cette modernisation des sociétés musulmanes, des sociétés maghrébines a été très courte. Le troisième point qu'on peut retenir, que le premier obstacle est d'ordre politique. On n'a pas pu aller au bout de la construction d'un État moderne. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas, c'est pire encore, en Algérie, on régresse encore. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est la construction d'un État moderne. Et la construction d'un État moderne est liée directement à une constitution moderne, forte et respectée et claire surtout dans ses lois. Le troisième point, je pense que je suis au troisième. Les acteurs de la Nahda, ils étaient extraordinaires, d'accord, mais ils n'ont jamais pu séparer la religion de la politique. C'est leur point faible. Ils n'ont jamais réussi. Et cette difficulté au sein de la Constitution, au sein de l'État, vient du fait qu'on n'a pas séparé, alors que l'islam est une religion qui ne sépare pas la religion du système juridique, d'une part, et c'est une religion dont les lois remontent au 7e siècle. Donc, comment peut-on construire un État moderne tout en nous référant aux lois qui remontent au 7e siècle? Vraiment, il y a une contradiction qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation d'ambiguïté totale. Donc, le quatrième point, je pense qu'on est au quatrième point, pour sortir de cette situation, il faut séparer l'islam de la politique. Important. Deuxième point, il faut réformer l'islam, car même si on sépare l'islam de la politique, le problème ne sera pas réglé. Il faut aussi réformer l'islam pour qu'un musulman puisse vivre sa religion d'une manière, disons, tranquille, sereine, où il ne se sent pas en conflit permanent avec les lois de son pays. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de... Il est 22h18. Merci de votre attention. Voilà. Ok, alors nous allons passer à quelques questions. Oui. Alors, on va commencer avec la première. Sonia qui dit le CFCM. CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman, c'est ça? Oui. Alors, le CFCM, par sa charte des principes pour l'islam de France, dit, selon une lecture excluante, qu'en islam, la femme est égale à l'homme. Les pays concernés et leurs islamistes ont-ils réagi? En islam, les femmes est égale à l'homme. Il faut qu'ils nous disent de quel islam il s'agit. Si le CFCM a fait une réforme de l'islam, qui a refait toute la lecture des textes, il a aboli, il a déclaré caduques toutes les lois
toutes les règles qui existent dans le Coran et qui font de la femme un être inférieur, si le CFCM les a déclarés caduques, je dirais qu'il a pu proposer un islam nouveau où les hommes et les femmes sont égaux. Or, le CFCM n'a pas fait ce travail. Ce n'est pas vrai. Donc, les hommes et les femmes, s'il l'a dit, moi je ne sais pas s'il a réellement dit cette phrase, s'il l'a réellement dit, c'est une phrase tout simplement politique qui ne veut rien dire. Parce que le CFCM n'a pas fait ce travail de réforme et en islam, il suffit de lire le Coran pour comprendre que les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs et les hommes comme des êtres supérieurs et c'est la culture du 7e siècle. Évidemment, certains féministes islamiques essayent de nous faire comprendre, nous faire croire le contraire. Ce n'est pas vrai du tout. En islam, dans le Coran, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Et dans la charia, qui sont des lois extraites du Coran, aussi, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. On peut aller vers un islam où les femmes et les hommes sont égaux. Personnellement, je travaille sur la réforme de l'islam. On peut aller vers cette réforme, évidemment. Mais il faut faire ce travail. Il faut déclarer que les inégalités successorales sont abolies, que la polygamie est abolie, que les autres lois qui parlent, les autres règles qui parlent des hommes et des femmes sont abolies. Les hommes ont l'autorité sur les femmes aussi est abolie. Donc il y a plusieurs lois qu'il faut abolir. Voilà ce que je peux dire pour... Ok. Alors, Sarah, j'ai noté Sophia. Sophia, oui. Alors, Metec Libre. Dans sa réflexion publiée le 30 mars dernier, Madame Adnani disait que le slogan Dawla Madaniya Mashi Askaria cache en fait une supercherie. Peut-être nous en dire plus. Je n'ai pas utilisé le mot de supercherie. Ah. Dans mon texte, je n'ai pas utilisé ce mot. Ouais, donc je demande à Metec d'écrire le vrai parce que Madame Raziqa Adlani, c'est pas dans l'à peu près. Hein. Si elle a dit qu'elle n'a pas dit supercherie, c'est qu'elle n'a pas dit. Enfin, comme on dit vulgairement, il y a une arnaque avec ça. Doula Madaniya, Mashi Askaria, ça cache quoi? Dawla Madaniya Mashi Askaria, c'est un slogan. Dawla Madaniya tout court, c'est un slogan islamiste. Et comme vous le savez, les islamistes essayent par tous les moyens de gagner la population ou l'estimation de la population. Par exemple, le mouvement Nahda en Tunisie, il n'arrête pas de dire que nous sommes pas des islamistes mais des islamiques et qu'on est pour une société moderne, plutôt démocratique, un État démocratique, mais avec des références islamiques. Que signifie un État démocratique avec des références islamiques? On va tomber dans la même chose, dans le même problème. Jusque-là, qu'est-ce que disent toutes ces constitutions que je viens d'analyser? Elles disent que ces États sont démocratiques, qui sont pour les droits de l'homme, qui sont pour l'égalité, qui sont, mais ils sont aussi pour l'islam. Ce qui a créé tout ce flou et cette ambiguïté qui fait qu'on nage on ne sait plus sur quel pied danser. Donc ces islamistes, finalement, ils nous proposent la même chose. Quand les islamistes vous disent on veut la démocratie, mais avec des références islamiques, on va tomber exactement dans le même problème, si ce n'est pas pire, et je suis sûre que c'est pire. Donc, là, Dawla Madaniya, c'est exactement la même chose. Étant donné que beaucoup des populations, comme en Égypte, en Algérie, ils ont toujours voulu que l'armée ne s'introduise pas dans la scène politique. Et puis, ils vont utiliser aussi ce désir de la population pour les attirer aussi vers leur mouvement. Ils ont été même plus loin en disant Dawla Madaniya Mashi Askaria. Mais évidemment, moi j'ai fait un peu l'analyse de ce slogan pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan. Que disent vraiment les islamistes qui mettent en avant ce slogan Dawla Madaniya. Eh bien,
c'est facile, il faut aller sur leur site et vous allez trouver ce qu'ils disent. Je ne l'ai pas inventé, je suis juste partie chercher sur Internet ce que disent exactement ces personnes. Et là, je suis arrivée à l'idée que ces personnes, évidemment, utilisent Daoula Madaniya pour donner l'impression qu'ils sont modernes, et ils ajoutent qu'ils ne sont pas un État théocratique. Maïsh théocratia, pour dire que nous, on ne va pas être, le chef de l'État ne sera pas le représentant de Dieu sur terre. Très bien. Mais en même temps, leur État, l'État qu'ils veulent appliquer ou qu'ils veulent avoir, ou les lois qu'ils veulent appliquer, sont des lois de l'islam, donc la religion musulmane. Et là, évidemment, j'ai fait un peu ce travail pour dire, certes, le chef de l'État ne sera pas le représentant de Dieu sur terre, mais eux, les religions, seront le représentant de Dieu sur terre, étant donné qu'eux parleront au nom de Dieu. Et dans ce cas, ce sera un État théocratique, toujours, mais avec une autre façon. Ce n'est pas le chef de l'État qui sera le représentant de Dieu sur terre, mais les religieux. Et évidemment, je connaissais déjà dans l'histoire de l'islam, la politique dans le monde musulman, il y avait déjà ce genre d'État, si je peux dire, de l'organisation de l'État au temps des califes, comme je l'ai expliqué dans l'article. Quand les religieux ont demandé au calife, les religieux causaient beaucoup de problèmes au calife en leur disant constamment vous n'êtes pas conforme à la religion musulmane dans votre comportement, votre vie, votre politique. Ils ont fait un compromis. Les califes et les religieux, les califes leur ont dit soit on vous laisse la société, faites organiser la société comme vous voulez. On vous donne le pouvoir sur la société. Ne vous mêlez pas de ce que nous ne faisons comme calife. Là, je me suis dit, Daoula Madaniya, ماهيش théocratia, بمبادئ إسلامية أو مرجعية إسلامية, nous renvoie un petit peu, ou je dirais même exactement, à cette organisation que l'État musulman a connue au temps des califes. Je l'ai expliqué bien dans l'article. Ok. Alors, des questions qui se ressemblent, qui dit aussi l'islam est-il tout simplement compatible avec la modernité et la laïcité? D'un autre côté, Ammar, est-ce qu'on a besoin de références du 7e ciel pour vivre à notre époque? Il y a plein de questions comme ça. Enfin, ce sont des questions et en même temps, ils donnent on devine la réponse. Sinon, oui, tu veux dire quelque chose sur ces deux? Donne-moi une question, une par une en fait. Ah, d'accord. Alors, Intisar, vous avez évoqué les systèmes constitutionnels pour la modernité. Ne pensez-vous pas que nos problèmes sont inhérents à la société elle-même, indépendamment de toutes les lois? Les problèmes de la société existent, on ne peut pas les nier. Mais le problème de la Constitution, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que c'est les lois de la Constitution sur lesquelles se construisent les lois de l'État, toutes les autres lois. Et c'est les lois qui organisent la société et c'est les lois qui vont régler les problèmes de la société. Donc si la société a des problèmes, et la Constitution n'est pas claire, la Constitution elle-même souffre de gros problèmes, eh bien, la Constitution souffre de gros problèmes, le droit, évidemment, la société, évidemment. Donc, on est dans trois éléments, deux problèmes qui se succèdent, mais qui sont liés. Mais la Constitution est le problème fondamental. Il faut que l'État ait une Constitution claire, qui n'est pas ambiguë, qui est forte, qui ne se contredit pas, pour qu'on sache exactement ce que disent nos lois
et que ce que dira ensuite les autres lois ordinaires qui organisent la société. Donc je suis d'accord avec vous que notre société a beaucoup de problèmes, mais la Constitution est le plus gros problème. Moi, c'est que ce qui m'inquiète plus ces jours-ci, c'est le fait que les Algériens ne sont pas conscients de l'importance de la Constitution dans leur vie. Ils ne la connaissent pas. Je découvre qu'ils ne la connaissent pas. Je découvre que nos constitutionnalistes ne la connaissent pas ou ne veulent pas nous dire ce qu'il y a exactement dans la Constitution, parce que cette dernière révision a été soumise à la discussion, mais les constitutionnalistes, les juristes n'ont rien dit. Ils nous ont pas dit, nous, le peuple, mais attention, on vous a supprimé la liberté de conscience. Vous l'avez dans la Constitution, elle ne doit pas être supprimée. Quand on fait une révision, comme je l'ai dit dans la lettre que j'ai adressée au président, quand on fait une révision de la Constitution pour l'améliorer, pour régler ce qui ne va pas bien, et non pas pour perdre nos lois, pour perdre nos droits, pardon, pour revenir encore en arrière, pour créer d'autres problèmes en plus de ce que nous avons comme problème. Il faut savoir que la Constitution, son objectif premier est la protection des libertés individuelles. Donc aujourd'hui, la Constitution algérienne n'est plus elle ne respecte plus son objectif, étant donné qu'elle a supprimé les libertés individuelles. Donc on est devant une Constitution, on a une Constitution aujourd'hui qui n'est plus conforme à l'esprit, le sens et l'objectif de la Constitution, telle que les constitutionnalistes du XVIIIe siècle l'ont conçue. Alors, رزيق عدناني, je vais te faire une confidence. حنايا في أهدر وش حبيت عندنا un dieu. Le dieu هذايا c'est un algéro-américain et il habite en Floride. Et il vient de m'envoyer un message puisqu'il nous suit à chaque fois qu'il y a un direct, il nous suit. Avec Madame Raziqa Adlani, est-ce que vous avez été invité par l'Arabie Saoudite, le berceau de l'islam, pour donner votre avis et votre expertise sur cette religion? Excuse-moi, j'ai entendu Dieu et après j'ai rien entendu. Alors, nous avons un Dieu. عندنا un dieu في هذا وش حبيت, عندنا un dieu. راهو في la Floride actuellement, il est en Floride. Et donc il pose la question, il est en train de nous suivre en direct avec Madame Raziqa Adlani. Est-ce que vous avez été invité par l'Arabie Saoudite, le berceau de l'islam, pour donner votre avis et votre expertise sur cette religion? Je comprends pas cette question. Ça veut dire que je n'ai pas le droit. Est-ce que l'Arabie Saoudite, par exemple, voudrait connaître davantage, puisque au moment où tu fais de la recherche, est-ce qu'ils voudraient mieux connaître leur religion? Par exemple, يعرضوك يقولوا لك روحي في دينا بالعلم تاعك. Ça, jamais. C'est dans ce sens qu'il pose la question. Et je pense que jamais, on sera invité. On invite les gens quand ils vont dans leur sens. Mais jamais quand ils vont dans le sens logique des choses. J'ai compris une chose, c'est que nous avons beaucoup à faire en Algérie et en France avant de penser à l'Arabie Saoudite. Vous pensez que les Algériens aujourd'hui acceptent tous ce que nous disons là? Ce que moi je dis, en tout cas, je parle de moi-même. Le travail que je le fais en France et en Algérie, les deux pays auxquels j'appartiens. Et voilà, je pense que c'est déjà suffisant, si j'arrive déjà à transmettre certaines idées, c'est déjà magnifique. Moi je te dis, tu fais un travail remarquable, un travail vraiment minutieux. Je ne te remercierai jamais assez, et beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, de Nord-Africains, même de Français connaissent ton travail et ton œuvre. Et surtout la lettre au président de la République algérienne sur les droits des Algériens qui fait tu
Tu nous fais voyager à travers le temps, voilà où ils nous ont enlevé nos droits. Voilà encore où ils nous ont enlevé nos droits. Voilà encore où ils nous ont enlevé nos droits. Jusqu'où ça va aller? Et quand est-ce qu'on va se réveiller? Et donc, Oui, bravo, Madame Razika Addani. moi je crains, si on ne fait pas attention, la prochaine révision, ce sera l'égalité qui va sauter de la Constitution. Et donc nous sommes en train de faire des marches arrière inquiétantes. Et si le peuple ne réagit pas, ne fait pas attention, ne réclame pas ses droits, eh bien, un droit, il a besoin qu'il y ait derrière lui des gens qui le réclament, tout Est-ce que, simplement. est-ce que je peux poser une question? Parce que je vais te dire, hein, Razika Addani n'aime pas les questions de Djilo. Il les aime pas. Est-ce que je peux poser une question? Juste une. Vas-y, vas-y. Euh, elle est très très simple. Alors, pourquoi le Maghreb? Les trois pays du Maghreb. Pourquoi pas l'Afrique du Nord? Tout d'abord, Ça c'est le là, titre, hein, ça c'est le titre. quand je dis l'Afrique du Nord, il y a le problème de l'Égypte qui se pose. Il est en Afrique du Nord. Elle est, l'Égypte. Est-ce que l'Égypte fait partie du Maghreb ou pas? Non, Un problème, une non. question. Et quand je dis l'Afrique du Nord, l'Égypte fait partie de l'Afrique du Nord. Euh, Beaucoup de gens n'aiment pas le terme Maghreb. Pour eux, c'est un terme arabe, il ne faut pas l'utiliser, etc. Pour le moment, je n'ai pas un autre terme. D'une part, certains utilisent le terme Tamzra, mais c'est un terme qui a été fabriqué, que beaucoup de gens ne connaissent pas, pourquoi pas dans le futur, hein. Je ne suis pas contre l'évolution des langues, mais beaucoup pensent qu'il ne faut pas utiliser le Maghreb parce que c'est un mot arabe. Hmm. Mais quand on parle de kabyle aujourd'hui, combien de mots arabes existent dans le kabyle? Faut-il enlever tous ces mots arabes qui existent dans la langue kabyle? Pourquoi pas dans le futur? Mais aujourd'hui, on les utilise. Chez Quand on Tarkan, parle, chez Tarkan. quand on parle le kabyle, on parle jusqu'à je ne sais pas combien, mais peut-être 40% de mots arabes ou je ne sais pas, j'ai pas Tant que compté. ça, tant que ça. Il y a plus beaucoup de mots arabes dans la langue kabyle, même si on les prononce en les kabylisant, si je peux dire, Hmm, hmm. mais ce sont des mots arabes. Alors, dire qu'il ne faut pas utiliser le terme Maghreb parce que c'est un mot arabe, moi, ça me pose une question de tous les mots arabes qui existent dans la langue kabyle aujourd'hui ou dans la langue tamazight d'une Hmm, manière générale. hmm. Donc, j'utilise le mot Maghreb parce que, techniquement parlant, c'est celui qui permet à mon interlocuteur de comprendre de quel pays je parle ou de quelle région je parle. Donc, il se situe directement. La Mauritanie Si, fait partie du Maghreb. La oui, Libye. il fait Maghreb. Mais là, j'ai précisé les trois pays du Maghreb, Hmm. justement. Euh, donc, euh, c'est une question, premièrement, d'habitude des gens, deuxièmement, technique qui se pose. Et voilà, pour le moment, je n'ai pas une autre possibilité. Je ne vois pas quel mot je dois Hmm, utiliser. d'accord, ok, parfait, parfait. Je ne suis Je ne suis pas contre l'évolution des langues, hein. Hmm, hmm. Beaucoup de mots ont été créés avec le temps, ils ont commencé à être utilisés et tout. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, c'est comme ça. Mais le Kabyle utilise beaucoup de langues, hein. Il utilise la langue française, Thepurth, par exemple. Oui, mais ils utilisent aussi, il y a beaucoup de mots arabes dans le kabyle Oui, oui. et dans tamazight de manière générale. Hmm. Je veux dire, c'est pas parce que le mot est un mot arabe que je ne l'utilise pas, puisque nous utilisons beaucoup de mots arabes dans le kabyle et dans le tamazight, dans l'arabe algérien, Et voilà, il faut dire qu'on est contre aucune langue, aucune race, aucune population. On est pour le bon sens. exactement. Eh ben, On- tu l'as bien dit. voilà. Non, C'est moi je suis convaincu de ça. La langue arabe, c'est une belle langue. Quand elle ne véhicule pas une idéologie mortifère. Là, c'est normal. Voilà. donc si le mot Maghreb ne me gêne pas, ce qui me gêne, c'est les idées rétrogrades, c'est les idées discriminatoires. Moi, Qu'est-ce que... je Hmm. l'utilise dans
Qu'est-ce qui accompagne le mot Maghreb quand on écoute les informations en France, en Angleterre, un peu partout dans le monde? Maghreb arabe, Maghreb islamique. Voilà, il y a toujours ça derrière. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Maghreb arabe, Maghreb islamique. Et bientôt, si on se laisse faire, ils vont nous appeler le Maghreb terroriste. Oui, le Maghreb arabe, l'Algérie aussi pendant longtemps disait Maghreb arabi. C'est une grave erreur, évidemment. Voilà. Euh, Mm. c'est une falsification de la réalité. C'est le réel qu'on nie. Et nous, évidemment, dans notre société, on est beaucoup dans la négation de la réalité. On nie le réel sur pas mal de choses. Ouais. On essaie de rétablir la vérité. Enfin, moi, je connais mes origines. Et je sais que Sha'b al-Jazair Amazighi, wa ila Shamal Ifriqiya yantami. Ça, je le sais. Oui, ينتمي إلى شمال إفريقيا, ça c'est sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, ينتمي aussi إلى العالم الإسلامي, ينتمي aussi Oui, oui. إلى العالم العربي. Ce sont c'est ça, ça fait partie de notre... Multiculturel et multiculturel. Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, l'Algérie, c'est un pays à 75% vide. Vide. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Alors, Est-ce que nous avons d'autres questions ou là c'est je peux répondre? c'est bon, Razika. Il y a des questions, mais qui se ressemblent, donc on a déjà pour ne pas rabâcher. D'accord, bah, merci beaucoup, C'est merci moi. à tout le monde. C'est moi qui te Et remercie à la infiniment. D'accord, merci. Oui, oui, à la prochaine, c'est sûr et certain. Sinon, bessif, hein. Nous, les dictatures. Merci, Merci. Razika, c'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.